Merci Olivier, merci Jean-Luc pour ce récit qui nous a fait vivre les différents aspects du framework. Je propose de passer aux questions des participants. Que faire si l'autre ne veut pas rentrer dans ce processus? Ok, donc je prends là, Jean-Luc. C'est un processus de contractualisation en fait. Donc, on se fait des demandes et la personne, elle répond oui ou non. Si elle refuse carrément de rentrer dans ce processus, je dirais qu'on a un problème RH, hein. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui ne veut pas participer au projet en ayant un rôle dans le projet et en entendant des demandes et en se positionnant par rapport à ces demandes, soit en disant c'est mon rôle, je vais faire quelque chose, soit en disant ce n'est pas mon rôle, je ne vais pas le faire, eh ben, on a un problème de management pur qui est un problème RH. Donc la méthode, c'est pas une baguette magique, elle règle pas les problématiques humaines. Et là, ça amène à quelque chose qui s'appelle la défense immunitaire en gouvernance cellulaire, c'est-à-dire la capacité à recadrer la personne ou pas. C'est ce que j'avais nommé au départ dans l'égrégore, quand je nommais que, hop, regardez si quelle était la capacité de la structure à ce niveau-là de faire en sorte que les gens réalisent leur travail, en fait. Ok, merci pour cette question. La personne qui posait la question sur le processus, tac, tac, tac. Je vais faire une C'était le tentative tableau parce de que… bord, c'est passé très vite. Le tableau de bord, je ne sais pas si ça te parle davantage. Ah, alors j'avais imaginé que c'était la réunion d'opération, mais le tableau de Le bord non tableau plus. militaire ou le curseur managérial, Jean-Luc? Ah, le curseur managérial peut-être. Donc apparemment, ça, c'est pas la réunion d'opération. Donc je vais sur le curseur managérial. On va voir si c'est de ça qu'il s'agissait. Donc si c'est celui-là, oui, je peux le remontrer. Je peux le commenter, du coup. En haut, ce qu'on voit dans le curseur managérial, c'est que le leader va pouvoir choisir ce qu'il délègue à l'équipe ou pas. Donc, en gros, là, on a fait un extract. Hein, donc, on a mis juste 6 redevabilités, veiller au cap, choisir les priorités stratégiques, résoudre les conflits de priorité, répartir les ressources disponibles, affecter les membres à des rôles et construire l'organisation de départ. Le leader peut choisir de déléguer certains de ces éléments. Donc, par exemple, il peut choisir de déléguer le fait de choisir les priorités stratégiques. Dans ce cas-là, il propose de le déléguer à l'équipe et l'équipe va choisir si elle est prête à l'assumer ou pas. Donc, si elle est prête à l'assumer, eh ben, il aura délégué euh, le fait de choisir les priorités stratégiques et l'équipe le choisira elle-même. Et donc, ça veut dire que l'équipe a un besoin, c'est de se mettre d'accord sur un processus de décision collective. Comment est-ce qu'ils vont prendre leurs décisions collectives? Là, nous, on utilise la décision par consentement. Ce qu'on voit dans le deuxième slide, celui qui est en bas à droite, c'est le niveau de délégation, le niveau d'autonomie, le niveau de liberté dans les rôles. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en pratique, quand on dit que quelqu'un est autonome dans un rôle, selon les cultures d'entreprise, ça veut dire des choses complètement différentes. Et donc, nous, on aide les équipes à se questionner sur à quel point est-ce que la réflexion fait partie de la délégation. C'est-à-dire, est-ce que quand on a délégué quelque chose, la personne réfléchit toute seule ou est-ce qu'elle réfléchit en collectif ou est-ce qu'elle réfléchit avec son manager? Quand au niveau de la décision, est-ce qu'elle décide juste, elle, ce qu'elle veut ou est-ce que c'est une décision collective ou est-ce que c'est une décision avec son manager? L'exécution, en général, c'est elle. Et ensuite, l'évaluation, toujours pareil, est-ce qu'elle évalue toute seule les résultats de son travail pour redécider de la suite ensuite, recommencer à réfléchir? Ou est-ce que c'est une évaluation collective ou est-ce que c'est avec le manager? Et en pratique, ce dont on se rend compte, c'est que quand les gens croyaient être totalement autonomes dans leur rôle et qu'on leur montre ce graphe qui descend ce tableau qui va de 1 à 8, et puis après la posture cellulaire où vraiment la personne est totalement autonome, eh ben, les gens sont assez surpris, mais ils se calent à un autre endroit en fait. Souvent, ils sont au niveau entre 4, 5, 6. Et typiquement, chez Humanopal, nous, ce qu'on a choisi, c'est qu'au niveau de la réflexion, on fait une sollicitation d'avis obligatoire sur tous les sujets importants. Donc là, on est en bleu, c'est-à-dire qu'on le fait en collectif. Sollicitation d'avis, la personne qui a le rôle écoute les avis de tout le monde, ensuite il décide tout seul. Et il n'est pas obligé de décider selon les avis des autres. Et ensuite, ce qu'on a marqué au niveau de l'évaluation, on est aussi sur du collectif, donc on est à un niveau 6 à peu près. Et l'évaluation, on l'a fait avec de la gestion par tension. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas content de ce qu'un autre rôle a fait, ça lui fait une tension et il manifeste ça en tension en réalisant une demande. Voilà ce que je peux dire de ce slide. J'espère que c'était celui-là qui était demandé.
Du coup, un point qui est intéressant, c'est que la gouvernance cellulaire, ça peut fonctionner aussi bien dans des modes type entreprise libérée ou autre, que dans des structures beaucoup plus traditionnelles. En fait, on n'est pas fâché avec le hiérarchique. En fonction de la culture d'entreprise, le niveau de délégation idéal, et même en fonction de l'équipe et du manager au sein ou du projet au sein de l'entreprise, le niveau de délégation idéal et le niveau du curseur, le placement du curseur idéal n'est pas le même. Et donc, on est capable de faire un état des lieux de où est-ce qu'on est, de où est-ce qu'on voudrait être, et puis on va placer les modes opératoires et les niveaux de délégation en fonction de ça, et on va être capable du coup quelle que soit la culture d'entreprise, en fait, de faire le pas supplémentaire que l'entreprise est capable de faire là où elle en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, globalement, dans le modèle gouvernance cellulaire, c'est à la fois un modèle ouvert et en même temps un modèle guidant, dans le sens où on n'est pas comme dans l'entreprise libérée avec une description de résultats à atteindre, mais sans mode d'emploi qui sera fourni avec. Et après, à vous de trouver le mode d'emploi sur la base de vos propres intuitions ou de ce qui existe déjà dans le domaine. On n'est pas non plus sur quelque chose de extrêmement guidé et contraint comme ce qu'on peut avoir en holacratie, où on vous dit du coup le process c'est ça et c'est pas autre chose. En gouvernance cellulaire, ce qu'on dit, c'est tel élément, tel élément, tel élément doit exister. Par exemple, le processus pour faire une élection, il doit exister, il doit être décrit. Le processus qui permet de prendre des décisions, il doit exister, il doit être décrit. Et on fournit une modalité qui, dans la majorité des cas, une modalité qui a fait ses preuves et qui convient dans la majorité des cas. Mais si à un moment, pour votre processus de décision, votre processus d'élection, vous avez votre propre façon de faire et qu'elle est plus efficace que ce qui existe, bah, simplement, on prend votre brique et puis on l'intègre dedans. Donc, on est à la fois guidé au quotidien, directement opérationnel avec une proposition sur la façon de faire, et en pleine liberté et en plein contrôle sur comment on va le faire effectivement en fonction de ce qui nous convient. Merci Olivier. Et une question qui était d'ailleurs un petit peu adressée par rapport à Capgemini, c'est à partir de quelle taille c'est applicable et même jusqu'à quelle taille c'est applicable, parce que selon la taille de l'entreprise, ça devient très rapidement mécanique, hiérarchique et de plus en plus orienté, de moins en moins orienté acteur, on va dire. Je pense qu'on peut faire une double réponse avec Jean-Luc. Je vais répondre très vite sur le à partir de quelle taille. Dès qu'on est deux, c'est applicable. En tout cas, moi, je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir à 2 puis à 3 dans une toute petite structure. Et puis, il y a des structures beaucoup plus grosses avec des centaines de personnes qui utilisent ça. Et là, du coup, Jean-Luc, je te laisse témoigner de cet aspect-là. Oui, tout à fait. On a accompagné une structure de 1500 personnes dans un très grand groupe. Et donc, en fait, ce qu'il y a de très, très, très spécifique de la gouvernance cellulaire, je crois que c'est la seule démarche qui propose ça de manière écrite, c'est que c'est complètement compatible avec une structure pyramidale. En fait, le seul besoin dans ce cas-là, c'est de faire définir quel est le besoin de l'équipe du dessus, du manager du dessus, vis-à-vis de votre équipe. Donc, vous avez une équipe dans une structure pyramidale. Si vous arrivez à faire contractualiser, voilà ce que j'attends de vous concrètement, et vous faites lister ça concrètement, on appelle ça des attendus ou des redevabilités, les attendus de votre équipe, et que vous arrivez à poser la question, OK, si je m'organise comme je veux pour produire ça, est-ce que ça vous va? Et que la réponse est oui, alors vous pouvez l'appliquer. Parce qu'on a ce contrat d'une équipe à l'autre. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grosse équipe, 1500 personnes, et qu'il y a quelques managers de votre équipe qui ne veulent pas passer en mode cellulaire, ce n'est pas un souci. Parce que vous allez contractualiser avec eux quel est le besoin de leur équipe, et eux, ils peuvent animer leur équipe en pyramidale pour l'instant parce qu'ils ne se sentent absolument pas de faire autrement. Pourquoi c'est important? Parce qu'on se base un petit peu sur l'intuition des gens. Et ce qu'on sait, c'est que quand ils croient à quelque chose et qu'ils le sentent bien, eh ben, ils sont plus performants. Voilà, j'ai dit. Ok, merci. D'autres questions? Donc, il y en a une autre qui est quelle différence avec l'holacratie? Ah ben, elle est majeure. La différence avec l'holacratie, c'est que on considère l'humain énormément avec la régulation relationnelle. Donc, il y a des tensions de personnes qui sont possibles. Quand je marque, on se parle de rôle à rôle ou on se parle de personne à personne. Il est tout à fait possible d'avoir des tensions de personnes qui amènent vers des besoins de régulation, des demandes de communication non violente, enfin des demandes en mode communication non violente avec d'autres personnes. C'est possible d'avoir des questionnements éthiques
moi, en tant que personne, je ne peux pas remplir ce rôle parce que ça vient me toucher dans mes valeurs profondes. Ça, ce sont des domaines qui ne sont absolument pas pris en compte par Holacracy. Donc, c'est possible de les rajouter dans Holacracy, mais vous avez un système qui ne les prévoit pas par défaut. Et quand on lit le livre de Brian Robertson, lui, il est très au clair, en opposition avec ce qui est tension de relationnel et tension de sens. Il veut absolument pas être piloté, soit par les valeurs profondes des gens, soit par leurs problèmes relationnels. En fait, dans l'expérience, les expériences que j'ai eues en entreprise, c'est que en holacratie, en théorie, enfin même dans la réalité, dans une réunion de triage, on peut amener tout type de tensions, y compris des tensions opérationnelles, mais y compris des tensions relationnelles. Maintenant, dans la réalité des faits, ce que je constate, c'est que, à part des organisations qui sont déjà très très acculturées et très très dans des process sur du relationnel, la réalité, c'est que 99% des tensions qui sont traitées sont opérationnelles. Et alors, dans une organisation classique, du coup, il y a une perte d'efficacité parce qu'on mélange l'opérationnel et le relationnel, et l'holacratie permet de protéger le processus du relationnel, donc on obtient une efficience qui est top. Sauf que du coup, on reste des humains, on ne va pas se transformer en robot pour autant, et donc du coup, l'aspect relationnel est encore moins pris en compte que dans une organisation classique. Et puisque la majorité des tensions amenées sont des tensions opérationnelles, ça reste comme ça. Et donc, il manquait vraiment le pendant, en tout cas quelque chose que j'apprécie vraiment moi dans la gouvernance cellulaire, c'est qu'il y a vraiment ce pendant relationnel où on va avoir ces temps centrés sur nos expériences, sur notre vivre ensemble, sur au-delà de ce qu'on a à faire, comment est-ce qu'on pourrait le faire de telle façon que ça soit le plus agréable possible pour nous, où est-ce que ça a gratté sur les émotions, sur les relations, et comment on peut enlever tous ces petits cailloux-là pour que on s'éclate un maximum finalement, et on se réalise soi-même à travers ce qu'on a à faire. Et il y a vraiment une force à adresser, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un truc important à mes yeux, à adresser le relationnel vraiment à fond, à adresser les questions de sens vraiment à fond, y compris dans la mise en place de la raison d'être initiale, mais aussi dans l'actualisation de la raison d'être, et aussi l'opérationnel vraiment à fond, ce que fait l'holacratie, mais sans aller autant sur les autres domaines. Ok, je complémente un peu cette réponse avec vis-à-vis de l'holacratie. Il y a autre chose, c'est que gouvernance cellulaire, ce n'est pas un modèle, c'est une démarche. C'est le premier slide de gouvernance cellulaire, commence en disant c'est une démarche, donc ça vous inspire et vous pouvez avancer en piochant juste ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas d'opposition chez nous entre le pyramidal et le cellulaire. On a repéré deux calages qu'on a appelés pyramidal et cellulaire, mais l'objectif, c'est pas d'arriver au calage cellulaire. L'objectif, c'est d'être dans la démarche et de permettre à chaque équipe de choisir quel est son curseur juste. Donc, il n'y a pas une imposition de quoi que ce soit. On ne considère pas qu'on a la vérité. Et je pense que le fait qu'on ne soit pas fâché avec le pyramidal, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique. Moi, je considère que du pyramidal bien mené, c'est hyper efficace, hyper performant et ça peut être très humain. D'accord. Merci. Donc, comment procédez-vous au démarrage, entre autres, si la hiérarchie n'est pas convaincue? Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, dans les besoins pour démarrer, il faut que la hiérarchie m'autorise à organiser mon équipe comme je le souhaite, donc sans se cacher, en disant moi j'ai envie de l'organiser en mode cellulaire, donc qu'elle m'autorise à le faire et qu'elle me décrive très concrètement ce qu'elle attend de mon équipe. Si on n'arrive pas à passer cette barre-là, eh ben, c'est pas possible. Mais là, si vous n'arrivez pas à passer cette barre-là, si on regarde de nouveau le slide sur les niveaux de liberté, d'autonomie dans les rôles, ça veut dire que vous, dans votre rôle, c'est votre manager qui décide comment est-ce que vous devez agir. Donc, vous êtes à un niveau 3, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que le niveau de délégation, il en est là. Votre manager décide comment est-ce que vous devez organiser votre équipe. Vous agissez, vous organisez l'équipe comme il vous a dit. Et à la sortie, c'est le manager qui évalue. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est capé, c'est bloqué. Donc, le manager ou la structure ne vous autorise pas à passer dans un autre cap. Et c'est le contrat qui passe avec vous. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Dans un certain nombre de cas aussi, il y a des peurs latentes et pas toujours conscientes qui sont qu'il y aurait une forme d'ordre à travers le pyramidal. Et si on passe vers autre chose que du pyramidal ou si on lâche du contrôle, alors on risque de tomber dans le chaos et ça fait très peur. Et donc, une façon de faire, ça peut être aussi
soit à travers la journée découverte, soit à travers un temps d'échange avec un top manager ou un codir, d'aller explorer ça, en fait. Le fait que il n'y a pas besoin d'avoir un immense contrôle pour que quelque chose fonctionne et que pour autant, ça ne tombe pas dans le chaos et que ça reste très, très guidé, très, très cadré, très, très maîtrisé grâce aux différents process qui existent. Et ça peut être un levier dans certains cas aussi pour du coup lever les freins en fait et obtenir le go sur une expérimentation. J'ai une question sur des environnements multiculturels. Le modèle s'applique-t-il? Là, c'est un peu vague, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un modèle qui s'applique dans du service public, dans de l'associatif, dans de l'économie sociale et solidaire, dans du mode avec du capital, dans des grands groupes, dans des petits groupes. On a beaucoup concaténé de choses, hein. C'est vraiment un système expert basé sur plus de 10 ans d'expérience. Mais donc là, c'est l'aspect multiculturel qui est posé comme question. Moi, j'ai jamais vu de limite là-dessus, c'est-à-dire que je l'ai vu appliqué en Inde, donc ça fonctionne tout seul. Je dirais que oui, mais je suis pas sûr de bien comprendre la question. D'accord. J'ai une autre question. En quoi cela s'intègre ou s'éloigne d'une organisation agile? Alors, Pour moi, j'imagine. vas-y Jean-Luc, puis vas-y. Non, non, vas-y. En fait, pour moi, ça amène de l'agilité pas seulement opérationnelle, mais aussi relationnelle et aussi au niveau du sens, et globalement sur toute la structure de l'organisation. Dans beaucoup d'organisations, en fait, on fait de l'agilité, mais on va le faire dans un cadre de structure où il y a des services, où il y a des fonctions et où en fait il y a un ensemble de barrières, de silos qui sont posés. Donc on fait de l'agilité du Scrum, etc. Et comment dire, on danse la lambada dans une pièce, mais les murs de la pièce sont toujours au même endroit et sont immuables. En gouvernance cellulaire, en fonction des besoins de l'organisation, on va être capable de créer des rôles, enlever des rôles, ajouter des redevabilités, enlever des redevabilités. Quand un rôle commence à être porté par plusieurs personnes et qu'il y a besoin de synchronisation, du coup, on va créer une cellule. Et donc, on est capable, si je reprends mon image, de déplacer les murs de la pièce de façon dynamique, et c'est naturel, et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien, ou de construire un nouveau bâtiment, enlever un bâtiment, enfin, voilà, c'est toute la structure de gouvernance qui va bouger en même temps que les besoins de l'environnement se font ressentir. Et de même façon que, quand moi j'ai traversé l'Himalaya à pied, je suis parti avec un capital muscle, et puis à marcher tous les jours avec un sac à dos de 30 kg, mon corps a ressenti qu'il y avait besoin de créer du muscle à certains endroits. Voilà, il y a un besoin identifié. Qu'est-ce qu'il faut pour répondre aux besoins? C'est de créer des cellules, et donc ça a créé de la matière là où il y avait besoin. Et puis quand il n'y a plus besoin, cette matière, simplement, elle disparaît, elle est recyclée ailleurs. Et de ce point de vue-là, l'agilité, si on prend l'agilité au sens agilité projet ou Scrum ou autre, ça se marie, ça se maille complètement avec la gouvernance cellulaire. Très intuitif de mailler les deux. La gouvernance cellulaire amène l'agilité, je dirais, globale et pas seulement sur les aspects process. D'accord. Une autre question. Avez-vous une expérience d'implémentation dans une organisation fonctionnelle pure où chaque direction se comporte comme une petite PME indépendante? Donc la réponse c'est oui, et alors particulièrement, c'est particulièrement adapté, hein. Parce que là, je vais revenir sur le slide sur lequel j'étais tout à l'heure. Tu peux me redire la question, Laurent, s'il te plaît? Ouais. Tac, tac. J'étais passé à la suivante. Une entité fonctionnelle où chaque entité se comporte comme une entité totalement indépendante. On est complètement en mode cellulaire là. C'est-à-dire que le mode cellulaire, ça veut dire que chaque entité va réfléchir toute seule de comment est-ce qu'elle doit faire les choses, décider de ce qu'elle fait, agir et évaluer comment elle fonctionne. Donc là, on est complètement compatible. Et toujours, le lien qui est fait, c'est la contractualisation de quel est le rôle de cette entité. Et ça, par contre, c'est fait au niveau de toute l'équipe quand on est en mode cellulaire, et c'est fait par le hiérarchique quand on est en mode hiérarchique, en mode pyramidal. Donc l'équipe amont vérifie que la raison d'être de cette équipe répond aux besoins. Là, c'est le petit bandeau orange qu'on devine. Et ben ça, c'est ce qui permet de contractualiser avec chaque entité fonctionnelle.
Et donc de revenir en lui disant, bah, là, le job n'est pas fait, j'ai besoin de ça, et je te demande de le faire, et éventuellement de venir changer le contrat en modifiant dans une réunion de réorg ce qui est attendu de toute l'entité. Ok, très bien. Je pense que ça répond bien, la réponse est parfaite. Après, une autre remarque, c'est n'est-il pas perdu d'avance de mettre en place ce modèle lorsque la tête ne fait pas le pari de l'humain? Ça dépend si la tête est prête à vous laisser essayer ou pas. En gros, si la tête, si la tête c'est le manager de l'équipe, ben non, ça sert à rien. Mais il va pas le faire. Mais par contre, si la tête c'est le manager du manager, alors vous pouvez essayer. C'est-à-dire si votre propre manager n'y croit pas et que vous avez une équipe et que vous avez envie d'essayer et que vous obtenez l'autorisation d'essayer, alors avec ça c'est faisable. Il n'y a pas de grand soir où toute la structure doit basculer. On y va en cherchant quel est le bon calage et jusqu'où vous pourrez aller vous dans cette structure-là avec votre équipe. Ok. Une question là plutôt casquette chef de projet. Donc, est-ce que Madame Hop s'occupe également de toutes les autres activités du PM, donc le budget, le reporting, 3 petits points? Olivier? En fait, Madame Hop, en fait, sur le projet, il y a un ensemble de tâches à effectuer. Ensuite, ces tâches à effectuer, il y a des façons de les regrouper, ça va nous créer des rôles. Et après, au sein de la cellule, donc la cellule projet, il y a 3 rôles structurels qui sont obligatoires, qui sont définis, qui sont le rôle lead, le rôle lead, le rôle de représentation, le rôle mémoire, on n'en a pas parlé, qui vient consigner ce qu'est la gouvernance, et puis le rôle de facilitation. Et en dehors de ça, tous les autres rôles peuvent être créés librement et nous on dit énergisés, en tout cas on peut dire incarnés par n'importe qui. Alors n'importe qui, c'est la réalité, c'est une élection sans candidat, donc c'est l'ensemble des personnes dans la cellule qui formulent l'expression que de notre point de vue, la meilleure personne pour énergiser tel ou tel rôle, c'est telle ou telle personne. Mais du coup, tous ces rôles qui ont été mentionnés tout à l'heure, Luc, ils peuvent être assurés par Madame Hop, ils peuvent être assurés par une autre personne, ils peuvent être assurés en coordination, ils peuvent être de la responsabilité de Madame Hop, mais c'est quelqu'un d'autre qui est opérationnel derrière et avoir un système de délégation, qu'elle soit durable dans le temps, soit temporaire à un instant donné. Comment dire, il n'y a pas de réponse absolue ou généraliste à la question parce que le modèle permet toutes les combinaisons. Donc la réponse, c'est qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous, qu'est-ce qui vous est le plus utile. Et en fonction de ça, ça sera Madame Hop ou pas Madame Hop ou d'autres personnes, ou enfin voilà, pour toute ou partie des rôles. D'accord. Une autre question qui est assez sympathique. Quelles sont les 3 clés de succès de l'adoption de la gouvernance cellulaire, mais aussi les 3 clés d'échec? Alors, ok, sans préparation, ça c'est pas super évident. La clé de l'adoption, je l'ai déjà dit, je la répète, c'est de contractualiser ce qui est attendu de votre équipe par l'équipe du dessus, et c'est d'obtenir l'autorisation de fonctionner de la manière dont vous avez envie de fonctionner. Et ensuite, ça va être de régler le curseur managérial, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à déléguer et parmi ça, qu'est-ce que l'équipe est prête à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forçage à la responsabilisation. Si l'équipe ne veut pas prendre, on n'y va pas. Ça, c'est une des clés. On ne force pas les gens à l'autonomie. Il n'y a pas un soi libre obligatoire. Les situations d'échec, c'est de ne pas être capable de réguler quand le travail n'est pas fait. Ça, c'est ce qui met en échec tous les systèmes d'organisation. Si l'organisation n'a pas de défense immunitaire, n'est pas capable de se protéger contre quelqu'un qui ne fait pas son rôle, alors c'est un peu plus fin que ça en fait. C'est si l'organisation n'est pas capable de protéger ses membres d'un travail qui n'est pas réalisé par un autre membre. C'est-à-dire que là, l'organisation, ce qu'elle doit faire, c'est protéger la personne de l'équipe qui a besoin que le job soit fait et s'occuper de lui. Dans notre démarche, on fait vraiment ça. Si quelqu'un ne fait pas son job, on le laisse face à ses responsabilités. À un moment donné, ça va avoir des conséquences. Son job va être affecté à quelqu'un d'autre et il aura peut-être à un moment donné plus aucun rôle. Et là, il y aura un problème RH parce qu'il aura un salaire plus drôle. Donc nous, on ne protège pas les gens d'eux-mêmes. Par contre, vraiment, la grosse cause d'échec, ça va être de ne pas être capable de poser de l'exigence en fait. Et que l'exigence étant comment est-ce qu'on protège les collègues quand ils ont besoin qu'un travail soit fait et quand en pratique il n'est pas réalisé.
Dans les facteurs de succès, j'en vois un qui est de bien poser, c'est très rapide et en même temps c'est absolument essentiel, le diagnostic au départ de sur quelle dimension agir va nous amener le plus de valeur ajoutée. Est-ce que c'est de rentrer par l'opérationnel? Est-ce que il vaut mieux agir d'abord sur le relationnel dans l'équipe? Est-ce que ce sont des questions de sens? Donc voilà, diagnostiquer quel est le point d'entrée qui est idéal pour nous. Et après, j'en vois un deuxième qui est de ne pas arriver avec un nouveau modèle et quelque chose de dogmatique, mais plutôt de rentrer par qu'est-ce qu'on a comme épine dans le pied en ce moment. Et du coup, comment est-ce qu'on peut répondre à ces difficultés, mettons, opérationnelles, d'une façon qui soit efficace, et simplement, on va le faire d'une façon qui est un peu différente de comment on l'a fait jusqu'à maintenant. Et là, les personnes n'achètent pas la gouvernance cellulaire pour la gouvernance cellulaire, elles achètent le fait que le caillou disparaît dans la chaussure et que ça fait quand même vraiment du bien. Et par contre, elles ont vécu une expérience qui leur a montré qu'il peut y avoir d'autres façons d'agir, qu'on passe, qu'il y a plusieurs types de réunions et qu'il y a beaucoup de réunions, mais très courtes, et qu'en fait, on passe beaucoup moins de temps en réunion, que, en tout cas, ça, en général, ça fait plaisir à tout le monde, qu'on a plus d'autonomie, que les décisions qu'on prend globalement soient appliquées. On arrête de prendre des grandes décisions après avoir pris des discussions et des heures et des heures de discussion. On a plein de petites discussions, mais 90%, 95% de ces décisions sont réellement mises en place et réellement appliquées. Et donc après, c'est le constat de qu'est-ce que c'est plus chouette, qu'est-ce que c'est plus efficace, ça me prend moins de temps, ça m'enlève des contraintes, et donc du coup, quelle est la prochaine étape ou comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? En tout cas, de rentrer sur vraiment de l'opérationnel. Quel est notre problème aujourd'hui? À quel niveau se trouve la clé d'entrée et du coup, comment on va répondre à ce problème-là? D'accord, merci. Un point intéressant également, c'est peut-on l'utiliser dans le cadre d'un projet client dans lequel il existe des conflits, de la mauvaise foi avec le client, par exemple? Ça, en tout cas, la vertu, à travers le fait de poser les rôles et à travers la réunion, à travers les différents triages, ça a la vertu de rendre visible ce qui ne l'est pas. Donc oui, il peut y avoir de la mauvaise foi, et c'est OK, enfin, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Simplement, elle va être rendue visible. Là où avant, les choses n'étaient pas forcément visibles collectivement. Et donc, ça va rendre plus difficile de rester dans la mauvaise foi, dans comment dire, la non, le fait de ne pas assumer des choix qu'on a faits. Et en fait, les process amènent beaucoup comment dire, à la fois de sérénité et d'efficience par rapport à ça. En mettant de la clarté, en fait, dans la mauvaise foi ou dans d'autres dysfonctionnements, que des égos ou autres, ou des guerres politiques, etc. En fait, le process met à jour de façon publique les manques de clarté, les ambiguïtés, voire les endroits où il y a des tensions relationnelles qui, du coup, vont être traitées dans des instances à part, mais qui, au lieu de rester dissimulées ou cachées sous des tapis, sont vraiment mises sur la table. Ok, je voudrais compléter celui-ci parce que c'est vraiment une spécificité de la gouvernance cellulaire. En gouvernance cellulaire, on n'a pas besoin que les gens soient de bonne foi. Souvent, dans les nouveaux processus de gouvernance, on a besoin que les gens soient dans une certaine posture, super alignés, capables de se remettre en question quand ils ont merdé. En pratique, tous les humains ne sont pas comme ça, moi le premier, et pas toujours. Là, on a un système où on contractualise en permanence, et en fait, si une personne est de mauvaise foi, on va essayer de passer à côté. Alors là, vous me dites avec un client, donc évidemment, gouvernance cellulaire, ce n'est pas non plus une baguette magique de Harry Potter, et à un moment donné, vous serez aux limites de ce que la relation permet. Ok, merci. Comment la méthode fonctionne-t-elle en télétravail? Ah bah c'est idéal. En télétravail, c'est super facile parce qu'en télétravail, on ne peut parler qu'un à la fois, et ça facilite les processus en fait. Donc le télétravail est vraiment idéal pour ça. J'en profite, vu que l'heure avance, pour préciser quelque chose à propos des processus, donc les 4 routines qu'on a présentées par exemple, et quelques autres. C'est qu'en gouvernance cellulaire, nous, on n'a pas de philosophie dogmatique, c'est-à-dire qu'on propose des processus qui nous paraissent les meilleurs qui existent sur le marché aujourd'hui, mais par contre, l'équipe peut les changer.
Par exemple, la réunion de triage que je vous ai présentée tout à l'heure, si l'équipe a envie de la modifier et d'en faire autre chose, c'est pas un problème. Elle va le modifier, elle l'écrit. Ce qui est important, par contre, c'est que cette liquidité-là, ça soit pas la liquidité des salariés. C'est-à-dire que l'entreprise et l'équipe peuvent modifier les processus, mais ils sont écrits et chaque salarié, chaque membre de l'équipe sait comment est-ce que sa tension va être traitée et donc il maîtrise, il contrôle les choses. Là, probablement, une réaction ne passe pas trop de temps à contractualiser plutôt qu'à produire. Donc ça, c'est plutôt une réaction, je pense. Ça s'expérimente en fait. Moi, ce que j'observe en pratique, c'est qu'à un moment donné, des équipes, elles ont besoin de gâcher du temps à faire quelque chose pour être bien agacées, bien frustrées d'avoir gâché du temps, de ne pas avoir avancé et de ne pas avoir eu le temps pour parler d'autres sujets qui étaient importants. La réunion d'après, ça marche tout seul. Donc, dans le processus d'apprentissage, souvent, ça passe par ça, effectivement. Après, ce serait probablement la dernière question. C'est pouvez-vous préciser les tarifs support, proto, journée découverte pour aller plus loin, je pense. Je pense que c'est la question, en fait. Olivier, je te laisse y aller. Alors, je vais répondre pour la journée de découverte. Quand on intervient en présentiel, c'est un investissement de 847 € par personne. Là, ce qui nous semble plus adapté, mais on peut aussi faire du présentiel s'il y a des demandes, bien sûr. Ce qu'on a imaginé là comme dispositif, c'est du distanciel et du coup, on est à 647 € toujours par personne. Sur la base d'une modalité où on a défini 2 dates différentes, pas les mêmes jours, pas les mêmes heures, etc. Du coup, qui permettent de suivre le module 1 au moment qui nous convient dans l'agenda. Et puis que si jamais, pour une raison quelconque, on ne pouvait pas assister, on a une deuxième chance avec la deuxième session du module 1. Et puis dans le pire des cas, si vraiment j'ai encore un impératif, il y a de toute façon le replay, et puis je peux raccrocher les wagons et venir au module suivant. Donc ça, c'est la version, comment dire, à date fixe. Et puis on pense aussi à tous les chefs de projet qui sont sur des beaucoup plus petits projets, qui ont des petits budgets. Et là, on propose une autre modalité. Je sais plus répondre exactement sur le prix, mais je pense que c'est quelque chose comme 447 €. Une autre modalité qui est, on vous garantit pas une date, mais on prend les inscriptions et dès qu'il y a 10 personnes qui sont inscrites, à ce moment-là, on trouve une date ensemble et on démarre la formation. Et pour ce qui est du prototype, en fait, on vous l'offre. Donc, vous nous envoyez un mail, on vous l'envoie. Le prototype, il est créé comme la Constitution en Creative Commons by Share Alike. Donc, c'est une licence ouverte. Et donc là, on vous enverra le proto qui sera validé fin août. Ouais, il faut simplement en faire la demande du coup sur présentation. Enfin, on a l'URL là à l'écran. Donc, L'adresse mail. et pour les journées découvertes, on a l'URL qui est en bas aussi. L'adresse mail. L'adresse mail, oui. Okay. Pardon, oui.